Bonjour à tous. Devant le succès de nos premiers podcasts et votre enthousiasme à suivre ceux du docteur Thierry Hertog, nous sommes vraiment ravis de poursuivre cette aventure des paroles d'experts Energetica Natura. 2 mardis par mois, retrouvez des experts en médecine fonctionnelle, que ce soit en hormonologie, en santé digestive, en santé métabolique et bien d'autres encore. Ces paroles d'experts sont pour vous, professionnels de santé, experts ou débutants, une occasion unique d'approfondir vos connaissances et d'avoir accès à une grille de lecture différente par rapport à votre pratique actuelle. Cet outil vient enrichir notre offre de formation académique proposée sous forme de webinaires, d'ateliers digitaux, de tables rondes et de masterclass scientifiques pour jour après jour vous accompagner de façon personnalisée au plus près des attentes de vos clients et patients. Restez connectés et retrouvez nos paroles d'experts sur les grandes plateformes d'écoute, YouTube, iTunes, Spotify et SoundCloud, et bien sûr sur notre site web, rubrique Académie. À bientôt! Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans notre nouvel épisode de podcast Paroles d'experts d'Energetica Natura. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Krotoum Konaté, nutrithérapeute, qui est spécialisé dans la prise en charge des troubles digestifs. Bonjour Krotoum et merci d'avoir accepté notre invitation pour ces paroles d'experts. Bonjour Anne-Catherine, merci, je suis ravie d'être là. Alors, évidemment, compte tenu de ta spécialité, la majorité des personnes que tu rencontres ont des troubles digestifs avec des symptômes souvent très différents. Est-ce que tu peux nous rappeler ces différents symptômes? Oui, alors les gens qui viennent me voir souffrent de problèmes comme de ballonnement, de la constipation, de l'alternance constipation-diarrhée, des personnes qui ont aussi fait le lien entre la digestion et leur état de fatigue, ou des personnes qui se disent voilà, aujourd'hui je sais que mon système digestif, il héberge, on va dire, des micro-organismes qui sont très en lien avec mon système immunitaire, et peut-être que ce désordre peut avoir m'apporter des explications, et donc voilà, c'est assez large. Alors, afin de mieux comprendre ces différents symptômes et de vraiment bien pouvoir les lier à certaines pathologies, par exemple, est-ce que tu pourrais reprendre avec nous les différentes étapes et les différents points clés de la digestion pour faire le lien entre ces étapes et les symptômes que les gens vont présenter? Oui, tout à fait. Alors bon, dans la digestion, ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est la première étape, c'est la mastication. Donc, on se dit tout le temps, hein, il y a des dents, les dents, elles ont une fonctionnalité, c'est vraiment pour pouvoir engager, enclencher cette digestion et réduire déjà ces macronutriments qu'on va réduire pour les rendre en micronutriments. Et donc, le fait de mastiquer, on va déjà fabriquer de la salive, on va désinfecter en partie déjà nos aliments. Et ensuite, ces aliments vont arriver dans l'estomac. L'estomac, hyper important puisqu'il va produire de l'acide chlorhydrique, et cet acide va nous permettre déjà de désinfecter, on va dire, notre bol alimentaire. Et cet acide va aussi enclencher la digestion des protéines, puisque c'est grâce à cet acide qu'on peut libérer ces acides aminés. Puis il y a encore d'autres facteurs hyper importants en lien avec l'acide, mais bon, je ne vais pas tous les détailler. Et tout ce mélange, l'estomac, ça va être brassé, etc. Donc ce chyme va être déversé et va arriver dans cette première partie de l'intestin qu'on appelle l'intestin grêle. Et c'est vraiment un organe vraiment stratégique, puisqu'il va recevoir ce chyme, donc les nutriments qui ont été réduits, plus il va avoir le pancréas qui va fabriquer des enzymes qui vont nous aider à découper ces nutriments. Donc il y a des amylases pour découper les amidons, des protéases pour découper les protéines, des lipases pour tout ce qui est lipidique, y compris des nucléases pour tout ce qui est matériel génétique, etc. Et le foie avec la bile, qui va donc, cette bile qui est au début dans la vésicule biliaire en réserve, et dès que nous mangeons, on va dire le liquide, enfin les acides biliaires sont libérés dans l'intestin grêle, et donc il y a vraiment tout ça qui arrive, ce chyme qui est très acide, des enzymes, de la bile qui va aider à assimiler tout ce qui est corps gras, donc les oméga 3, les oméga 6, mais aussi les vitamines qui sont solubles dans les graisses, donc la vitamine la A, la D, la E, la K. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que les acides biliaires vont contribuer à nettoyer ces bactéries qu'on peut avoir au niveau de l'intestin grêle, donc les bactéries, mais aussi des parasites ou des champignons. Donc elles ont une fonction, on va dire, antimicrobienne.
Et donc, là, au niveau de l'intestin grêle, tous les nutriments, donc l'objectif, c'est qu'une bonne partie puisse être absorbée. Donc, c'est vraiment lui, l'intestin, qui a une petite perméabilité, qui va laisser passer les nutriments. Et c'est pour ça que quand les nutriments ils traversent, ils arrivent dans notre circulation sanguine, on a massivement tout autour de l'intestin grêle beaucoup de cellules du système immunitaire qui sont présentes pour pouvoir vérifier ce qui rentre dans notre circulation sanguine, puisque je dis tout le temps, c'est vraiment un organe barrière qui va faire le tri entre ce qui est de notre, qui va rentrer dans notre corps et donc pour le soi, et donc de ce qui ne nous appartient pas, qui est donc le non-soi, donc qui reste dans l'intestin. Donc, et ça va continuer donc le voyage dans le côlon. Ce qui est important, c'est que l'estomac va désinfecter et il va en fait dénaturer les protéines et donc pour qu'elles perdent leur identité et justement pour qu'il n'y ait plus de réaction et que ça puisse, en tout cas, on puisse récupérer un maximum de ces nutriments. Donc, arrivé dans l'intestin grêle, il y a cette sélection, ce qui va rentrer dans notre circulation sanguine et ce qui ne le sera pas, et le reste qui ne sera pas assimilé, puisque l'intestin grêle est un organe d'absorption des nutriments, et ben le reste va continuer le voyage et ça va arriver dans le côlon. Le côlon, donc c'est la deuxième partie de l'intestin. Lui, il aura plutôt un rôle pour finaliser un peu cette transformation et c'est là où on va avoir la complicité, on va dire, de nos microbes qui hébergent que nous hébergeons, pardon, et qui sont donc localisés dans le côlon et qui vont manger le reste de ce qu'on n'assimilera pas. Donc elles vont consommer essentiellement les fibres, mais aussi les restes des protéines pas bien découpées, des glucides pas bien découpés, etc. Et ensuite, on récupère l'eau, encore des vitamines, des minéraux, et il y a les sels, on élimine par les sels. Alors, on a vu ces différentes étapes de la digestion avec l'importance de chaque étage de l'appareil digestif. Il y a aussi une notion qui est vraiment importante dans la digestion, c'est cette notion de microbiote, je dirais même de microbiote au pluriel. Tout à fait. Puisqu'à chaque étage, en fait, il y a des caractéristiques propres des micro-organismes qui sont présents localement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces différences? Oui, tout à fait. J'aime bien dire que nous sommes des êtres microbiens, c'est-à-dire qu'on est vraiment hébergé par des micro-organismes. Et quand on parle de microbes, c'est vraiment des bactéries, mais aussi on peut avoir des parasites, des champignons, des virus, des archées. Et c'est tout ça en fait qui constitue des microbes. Et donc, quand on parle de microbiote, on se rend compte qu'on en a massivement, effectivement, beaucoup dans l'intestin et des milliards de bactéries, on va dire, dans le côlon. Mais on a aussi des bactéries dans la bouche, on en a dans l'intestin grêle, on en a dans l'estomac, on en a au niveau vaginal, on en a au niveau cutané. Et finalement, on se rend compte que selon l'environnement, le lieu où elles sont, où vivent ces bactéries, ce ne sont pas les mêmes puisque c'est en fonction du pH, du lieu, etc. Donc les bactéries que je vais avoir au niveau de la bouche ne seront pas forcément les mêmes que celles que j'aurai au niveau du côlon ou au niveau du vagin, etc. Et c'est vraiment passionnant parce que pendant longtemps, on a pensé que les microbes étaient vraiment quelque chose de délétère, de pathogène, et on se rend compte, surtout quand on s'intéresse au microbiote intestinal, que ça peut nous rendre d'énormes services. Alors, le microbiote, c'est vraiment un organe à part entière. fait. Quelles sont ses différentes fonctions? Alors, ce qui est intéressant, c'est déjà de prendre conscience comment il se met en place. Donc, on va, selon le mode de naissance, on va peut-être pas forcément avoir le même microbiote. Donc, si je nais par voie naturelle ou si c'est par césarienne, c'est pas la même implantation. Puisque, en fait, un enfant, dès qu'il va arriver, si c'est un accouchement par voie basse, on se rend compte que du coup, c'est le microbiote de la maman que l'enfant va récupérer en partie, et puis il va évoluer. Donc si aussi je suis allaitée ou pas, il va avoir aussi une différence, puisqu'on sait qu'aujourd'hui dans le lait maternel, il y a à la fois des bactéries, et en même temps de quoi nourrir ces bactéries pour aider aussi la diversification bactérienne. Alors,
quelles sont les fonctions de ce microbiote? On se rend compte qu'il va contribuer à éduquer le système immunitaire surtout les 3 premières années de vie de l'enfant. Il va contribuer déjà à faire une barrière pour faire la sélection entre, on va dire, des bactéries pathogènes ou des microbes pathogènes versus des microbes qui nous seraient bénéfiques. Il va aussi contribuer, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, donc les bactéries, elles vont consommer des nutriments et derrière, elles peuvent fabriquer des substances qui sont bénéfiques, elles peuvent fabriquer des vitamines. Et ce que je trouve formidable, c'est que les bactéries peuvent consommer des fibres et derrière, elles vont fabriquer des graisses. On appelle ça des acides gras à chaîne courte. Moi, je trouve ça juste incroyable. Et on se rend compte aujourd'hui, enfin, on sait que ces acides gras à chaîne courte, donc l'acétate, le propionate, le butyrate, il a des propriétés anti-inflammatoires juste exceptionnelles. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et qui a vraiment une capacité de voyager partout dans le corps. Et je crois qu'il y a déjà eu un podcast sur ce sujet-là. Donc voilà, et on sait aussi que le microbiote intestinal peut contribuer aussi à moduler la densité osseuse. Il y a cette communication, aujourd'hui on fait le lien entre le microbiote et mon cerveau, donc il y a cette communication via le nerf vague, et donc les bactéries sont capables de fabriquer, on va dire, des neurotransmetteurs. Alors oui, c'est pas ces neurotransmetteurs qui vont monter au cerveau, mais par tout un mécanisme, il y a quand même des communications. Donc voilà, c'est juste, et encore peut-être qu'il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas, mais on se rend compte que finalement, il y a des bactéries pathogènes, mais il y a surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de bactéries qui sont vraiment bénéfiques et qui contribuent en fait, à un mieux-être. En tout cas, si j'ai un microbiote qui est équilibré, donc on parle de biose, alors on se rend compte que voilà, les personnes sont plus en santé, etc. Alors qu'un déséquilibre de son microbiote, donc quand on parle de dysbiose, donc dysbiose, ça peut être déséquilibré parce que je peux avoir une ou quelques bactéries pathogènes qui prennent le dessus, ou peut-être parce que j'ai trop peu de bactéries, enfin, on ne sait pas aujourd'hui ce qu'est réellement un microbiote complètement sain. Mais en tout cas, on se rend compte que chez certaines personnes qui ont des pathologies, un microbiote déséquilibré peut en tout cas avoir des liens avec certaines pathologies. Alors justement, Krotoum, quand on arrive dans cet état de dysbiose, puisque l'état de biose, il est tout compte fait assez fragile et assez sensible, vers quelle pathologie ça peut conduire et est-ce que le lien a vraiment été établi entre la survenue de certaines maladies et l'état de dysbiose? Oui, aujourd'hui, il y a des publications qui démontrent que, par exemple, un microbiote déséquilibré avec certaines souches de bactéries assez connues, hein, par exemple des lactobacillus ou des bifidobactéries ou même des Akkermansia qui pourraient être manquantes, on fait des liens avec des pathologies, par exemple, métaboliques, comme du diabète, de l'hypertension, où on peut avoir des liens aussi avec des maladies intestinales, donc des maladies inflammatoires intestinales, donc des MICI comme la maladie de Crohn, la RCH. On fait le lien aussi avec le surpoids, l'obésité. On se rend compte voilà, que, pas pour tout le monde, mais quand même, il peut avoir un déséquilibre du microbiote, donc un microbiote plus inflammatoire. On fait de plus en plus le lien avec ce qu'on appelle un intestin poreux et les maladies neurodégénératives, donc Alzheimer, Parkinson, etc. Et pas mal d'autres pathologies, des pathologies hépatiques, des cancers, ça peut aller très loin. Donc, et c'est vrai que pour la plupart des pathologies, maintenant, je pense qu'il y a à chaque fois des recherches aussi pour essayer de voir quelle est l'implication du microbiote, même s'il n'est pas forcément le seul responsable ou c'est pas la cause directe, mais on se rend compte que c'est un facteur intéressant à prendre en compte. Alors on parle beaucoup de l'écosystème intestinal. Cette notion d'écosystème intestinal, elle sous-entend que le système digestif est une seule entité, un tout, et pourtant chaque partie a vraiment un intérêt spécifique. Est-ce que tu pourrais revenir sur l'importance de l'intestin grêle d'une part et du côlon d'autre part, qui sont en fait des entités bien différentes et qui ont des spécificités tout à fait particulières? Tout à fait. Alors c'est vrai que donc l'intestin grêle, c'est vraiment la première partie, c'est un intestin, donc c'est des tuyaux, enfin un tuyau, 5 mètres de long à peu près, qui est mou, qui est souple, et l'intestin grêle, lui, son rôle est vraiment d'absorber les nutriments.
Donc, alors que le côlon, il est plus petit, plus épais, et donc ça va être la suite de la digestion qui est réalisée dans le côlon avec des phénomènes d'élimination, etc. Et on se rend compte finalement que même structurellement, c'est pas pareil, même si on a des cellules, des entérocytes, du mucus, etc. On voit bien que dans l'intestin grêle, il y aura très peu de bactéries, du mucus, mais très faiblement. C'est côté même environnement, c'est beaucoup plus riche en oxygène. Il y a beaucoup de nutriments du coup, alors que dans le côlon, j'aurai de moins en moins d'oxygène, beaucoup plus de bactéries, très peu de nutriments, puisque la plupart des nutriments sont plutôt absorbés, on va dire, au niveau de l'intestin grêle. Et donc, cette différence, elle est vraiment importante parce que ce ne sont pas les mêmes microbiotes. J'ai vraiment le microbiote de l'intestin grêle et le microbiote du côlon. Donc des rôles complètement différents et donc on a des bactéries complètement différentes entre l'intestin grêle et le côlon. Elles n'ont pas les mêmes rôles et ça c'est super important puisque il y a des pathologies finalement, quand on parle beaucoup du microbiote en général, on a tout le temps mis en avant le microbiote du côlon alors qu'aujourd'hui on se rend compte que s'intéresser au microbiote de l'intestin grêle, si celui-ci il est perturbé, déséquilibré, s'il y a une dysbiose de ce microbiote de l'intestin grêle, eh ben, ça peut avoir des conséquences majeures sur ma capacité à métaboliser, à absorber les nutriments. Donc il y a des personnes finalement, elles peuvent se retrouver parfois avec des carences du fait que c'est peut-être déjà un déséquilibre de mon microbiote de l'intestin grêle. Et en plus, on se rend compte dans le grêle, j'ai oublié de le préciser, mais j'ai le duodénum, le duodénum et j'ai l'iléon. Et c'est pas les mêmes lieux, enfin, selon les lieux, l'absorption des nutriments ne sont pas les mêmes. J'ai des zones spécifiques. Par exemple, on sait que les vitamines solubles dans les graisses, la vitamine A, D, E, K, c'est plutôt dans l'iléon. Les protéines, c'est plutôt le duogénome. Donc, il y a vraiment une spécificité et donc des bactéries aussi qui sont importantes à des lieux spécifiques. Et si tout ça se déséquilibre, eh ben, je peux avoir en tout cas des conséquences sur l'absorption des nutriments, de me retrouver en carence. Donc, par exemple, il y a des personnes qui ont des niveaux de vitamine B12, de vitamine B9 très bas ou de l'anémie qui peut aussi s'expliquer parce que j'ai une malabsorption des nutriments. Et ça va aussi plus loin, je peux me retrouver à avoir des dysfonctionnements immunitaires, peut-être qu'on reviendra dessus, qui sont liés au fait que j'ai un déséquilibre de mon microbiote de l'intestin grêle et ça peut impacter mon système immunitaire. Pour conclure justement, Krotoum, sur cette spécificité du microbiote, est-ce que tu peux, en quelques mots, pour nos thérapeutes, redéfinir ce qu'est un microbiote sain? Ah bah, c'est pas évident parce que, enfin, quand on regarde, enfin, quand on essaye de se poser la question, c'est quoi un microbiote sain? C'est déjà un microbiote qui est riche et diversifié. Donc, puisqu'il y a la quantité et la qualité qui sont très importantes, c'est-à-dire que faut pas que j'ai une bactérie qui occupe largement le terrain. Donc, j'aurai peut-être beaucoup de bactéries, mais pas assez de diversité. Donc ça, c'est un élément important. Mais on va aussi se poser la question d'un microbiote sain, c'est son pH. Est-ce qu'il y a les pH selon la partie côlon ascendant ou côlon descendant, c'est pas les mêmes pH. Est-ce que j'ai, on va dire, des valeurs qui sont correctes? Est-ce que j'ai un microbiote qui fabrique des substances qui sont bénéfiques pour ma santé, donc des acides gras chaîne courte, donc de fabriquer des vitamines, des minéraux? Est-ce que j'ai un microbiote qui va contribuer à éduquer correctement mon système immunitaire? On se rend compte finalement qu'il y a énormément de paramètres qu'il faudrait prendre en compte et de plutôt reconsidérer la fonctionnalité du microbiote, de se rendre compte, voilà, est-ce qu'il répond à différentes, enfin, est-ce que les différentes fonctions opérées sont vraiment bénéfiques pour mon corps.
Est-ce que voilà, cette communication avec mon cerveau, elle est efficace? Est-ce que cette fabrication des nutriments est efficace? Est-ce que la production, comme je disais, des acides gras à chaîne courte, etc., c'est efficace? Enfin, c'est tous ces paramètres-là, finalement, qui sont intéressants à intégrer pour évaluer enfin, pour considérer un microbiote sain. Et aujourd'hui, on n'a pas la réponse, hein. Alors la notion de perméabilité intestinale aussi fait partie justement de la santé Mm. intestinale. Quand il y a une rupture de cette perméabilité, comment ça se manifeste et quels sont les symptômes? On parle de leaky gut en général. Tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant aussi à avoir en tête, et tout à l'heure, il y a cette notion d'écosystème intestinal, et donc de bien avoir en tête que j'ai comme une espèce de barrière, donc qui est une première couche, si je devais simplifier, qui est le microbiote, une deuxième couche qui est du mucus, une troisième couche, ce sont mes cellules intestinales, et c'est tout ça qui constitue une barrière. Et donc, les nutriments qui se retrouveraient dans la lumière intestinale, donc à l'intérieur de mes tuyaux, et tant qu'on est dans les tuyaux, c'est ce que le corps considère hors corps, c'est son extérieur en quelque sorte. Et puis, donc, les nutriments qui vont traverser, nos cellules, nos entérocytes, elles sont vraiment resserrées par des jonctions serrées, les tight junctions. Et donc, cette couche, elle est très importante parce qu'il y a une petite perméabilité pour laisser passer les nutriments, mais il ne faut pas qu'elle soit trop importante. Et donc, on peut se retrouver à avoir un leaky gut syndrome, qui est donc en quelque part une hyperperméabilité intestinale. Par exemple, si j'ai une diversité, enfin une perte de diversité de mes bactéries, si j'ai beaucoup de bactéries inflammatoires, par exemple des Escherichia coli ou, euh, ou des Blotia en excès, enfin certaines bactéries qui prolifèrent, qui prennent plus de place, ça c'est un premier élément. Je peux avoir une réduction du mucus, j'appelle ça un peu un gel protecteur, il peut être réduit. Alors parfois, parce qu'il y a des personnes qui sont faiblement sécrétrices de mucus, ou parce que les bactéries qui contribuent à développer, à fabriquer ce mucus, notamment comme des Akkermansia ou des Lactobacillus ou des bifidobactéries qui sont impliquées, en tout cas, s'il y en a moins, je peux me retrouver avec moins de mucus, et du coup mes cellules qui s'écartent, mes entérocytes qui s'écartent un peu plus, et là on peut se retrouver à avoir une circulation plus importante enfin, de ne pas avoir que des nutriments, mais de se retrouver avec des molécules mal découpées qui peuvent passer et rentrer dans la circulation sanguine, ou se retrouver avec des toxines microbiennes, des virus, etc., qui rentrent dans la circulation sanguine. Et là, du coup, le système immunitaire qui commence à réagir à en quelque sorte, on peut parler d'endotoxémie, de substances qui ne devraient pas se retrouver dans la circulation sanguine, et qui fait que c'est le début on va dire, de pathologies inflammatoires, ou le début de maladies immunitaires, et pourquoi pas d'aller vers des terrains d'auto-immunité ou du diabète, de l'hypertension, des terrains allergiques. Quand on parle d'intolérance alimentaire, ben on est typiquement là-dedans, avec un leaky gut, donc une hyperperméabilité intestinale, qui fait que il faut chercher après à colmater, entre guillemets, cette brèche. Pour conclure, Krotoum, pour optimiser Mm. la santé de cet écosystème intestinal, est-ce que toi, dans ta pratique, tu as certains chouchous parmi les micronutriments, d'une part? Est-ce que tu aurais un top 3 des nutriments pour optimiser la santé intestinale? Et d'autre part, est-ce que tu pratiques de façon régulière certains tests biologiques pour objectiver l'état de l'écosystème intestinal? Oui. Alors, mes chouchous, j'aime beaucoup le collagène. Le collagène, parce que justement, il va contribuer à réparer le mucus, parce que c'est vraiment cette barrière, elle est hyper importante à protéger, et un élément clé, c'est le mucus, donc la qualité du mucus. J'aime beaucoup aussi travailler avec les champignons, la mycothérapie, puisque du coup, ils vont à la fois nous aider sur le système immunitaire, ils vont contribuer
à avoir un rôle antiviral, antimicrobien, etc. Et puis bien sûr, tout ce qui est vitamine D, etc. La vitamine D au moins à minima, puisque bon, on en est souvent carencé. Après, du coup, au niveau des analyses que je pourrais, que j'aime bien faire, moi j'aime bien déjà évaluer, et j'ai oublié d'en parler, mais les petits soldats de ma muqueuse intestinale, donc les immunoglobulines A sécrétoires. Donc c'est vraiment les petits soldats qui voyagent, qui sont à la fois dans le microbiote, dans le mucus, entre les cellules, dans la circulation sanguine. C'est vraiment nos soldats qui défendent notre muqueuse intestinale. Donc ça, j'aime bien les évaluer. J'aime bien aussi, je vérifie s'il y a on peut évaluer s'il y a une endotoxémie en quelque sorte, s'il y a des bactéries pathogènes type Escherichia coli, des grammes moins, donc on dose les LBP. On peut évaluer l'hyperperméabilité intestinale en dosant, en vérifiant la zonuline. S'il y a de l'inflammation, ça va être la calpropectine fécale. Et j'aime beaucoup aussi voir doser les acides biliaires, parce que c'est hyper important pour l'absorption, en tout cas, on va dire, des corps lipidiques. Et puis, on peut aller beaucoup plus loin avec la métagénomique, avec le test respiratoire pour le SIBO, et bien d'autres encore. Merci beaucoup, Krotoum, pour toutes ces informations. Je suis certaine que nos thérapeutes auront appris beaucoup de choses et ça va leur donner une nouvelle grille de lecture pour appréhender les troubles digestifs. Je suis ravie, on va vous retrouver, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode avec Krotoum à nouveau et nous aborderons la problématique du SIBO qui est de plus en plus fréquente. Donc Krotoum va nous partager son expertise, elle est vraiment experte dans la prise en charge du SIBO. À bientôt, merci pour votre écoute. Merci, au revoir.